Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais effectivement parler en tant que médecin qui est à cheval entre un service de médecine interne où on s'occupe des maladies du foie et un XAPA, et puis au nom d'SOS Hépatite de la Fédération. Je remercie Arcaïx et Jean-Pierre de leur invitation et je fais un coucou à Pascal qui est là-haut et qui adorait le THS. Je ne peux pas vous dire autre chose que le virus, c'est l'anagramme de survie. C'est quand même quelque chose d'assez drôle. Et je pense que ça, c'est une victoire si un jour on y arrive. C'est une maladie du paradoxe. Le plus souvent, c'est une maladie mineure, potentiellement grave, qu'on peut ne pas traiter et surveiller régulièrement, mais dont les traitements les plus précoces ont plus de chances d'être efficaces en vous rendant malade pour vous guérir. Ça s'appelle le consentement éclairé. Vous dites ça au patient, vous lui avez tout dit, et il faut qu'il se débrouille avec ça. Donc c'est pas simple. Ma victoire, ce serait que ce soir, en vous couchant, vous pensiez encore à moi, et vous allez voir pourquoi. L'épidémio, c'est effectivement 300 000 personnes qui sont en France, mais vous voyez qu'en Italie, on est sur du 2 millions de personnes infectées, donc c'est pas simple au niveau européen. C'est 504 millions d'Européens qui sont touchés, avec 4,5% de prévalence au niveau de l'Europe. Et quand on regarde, nous, en France, hépatite B plus C, c'est 65 millions de personnes, 510 000 personnes porteuses chroniques, à peu près maintenant en équivalence, 280 000 personnes atteintes d'hépatite B chronique et 230 000 d'hépatite C, et ça tue autant que la route, avec 5 000 morts par an. Mais on peut avoir de bons espoirs, le virus va tuer beaucoup plus que la route, puisqu'on va faire des efforts sur les routes. Vous avez peut-être entendu parler de l'index européen, où avec les associations de patients, et en particulier ELPA, qui est une association européenne qui regroupe les associations de plus de 20 pays, on a fait un index avec tout un tas de questions, plus de 60 questions qui ont été posées à l'ensemble des pays, des politiques, des usagers, des hépatologues, etc. Et il s'avère que la France est l'endroit où on traite le mieux et où on prend le mieux en charge les hépatites C. Et on peut dire, ben, c'est super, et c'est probablement pour ça qu'on n'aura plus de plan hépatite virale à l'avenir. Alors, ça, c'est toutes les questions qu'on a posées. Je vous en fais cadeau, vous pourrez les retrouver sur le site, il n'y a aucun souci. Simplement, sachez que la France est en tête. Est-ce qu'on peut s'en féliciter? Non. Parce qu'il faut comprendre, et on s'aperçoit qu'on n'est pas bon par rapport à nos autres collègues sur les questions de la prévention, sur la question de l'accès aux seringues, sur la question des salles d'injection. Donc même si au global on est bon grâce à notre système sanitaire, grâce aux bons de transport, grâce au dépistage, on a un certain nombre de choses positives, on a encore quelques casseroles et quelques lanternes rouges qui traînent derrière nous et qu'il faudrait travailler. Alors, à SOS Hépatite, on s'est dit qu'il y avait probablement des leurres dans ce qu'on croit être les meilleurs et on s'est proposé de faire 2 enquêtes. Je vais vous présenter très rapidement et sur lesquelles mes collègues pourront rebondir. La première, c'est une enquête IFOP. Toutes les enquêtes qu'on avait faites jusque-là en France étaient centrées sur les malades. Et on a voulu à SOS Hépatite dire on va prendre un institut de sondage et leur demander de faire, comme pour les élections, prenez 1000 personnes représentatives socio-culturellement de l'ensemble des régions, etc. Qu'est-ce qu'elles savent des hépatites ? Très rapidement, voilà ce qu'on trouve, ce qui est un peu effrayant à mon sens. Donc là, on est en population générale. Est-ce que vous vous sentez très bien, assez bien, mal informé? Eh bien, vous voyez que 61 plus 19, on est à 80% des gens qui se sentent mal ou très mal informés sur les hépatites virales. Population standard. Pour chacune des affirmations suivantes concernant l'hépatite C, indiquez si selon vous elle est vraie ou fausse. Alors là, il y a un petit cocorico par rapport à quelques années. L'hépatite C n'est pas liée à l'alcool, c'est ce qu'on voit là, hein. Or qu'il y a quelques années, on était persuadé que c'était l'alcool qui donnait une hépatite C. Ce n'est pas une évolution de l'hépatite B. Ça aussi, il y a quelques années, les gens croyaient que c'était un stade plus avancé. Par contre, chose un peu plus inquiétante, il est possible de se vacciner contre l'hépatite C. Vous voyez qu'il y a 58% de la population qui le pense. Et il est impossible d'avoir une hépatite C sans s'en apercevoir. Bon, on a encore 46% des gens qui sont persuadés qu'il y a des symptômes, or que vous êtes tous convaincus aujourd'hui que malheureusement, ça passe inaperçu. On expliquait dans le cadre de cette enquête téléphonique, alors ceux qui n'avaient pas le téléphone étaient exclus de l'enquête, hein, il y a des biais bien sûr, on leur expliquait que ce qu'était l'hépatite C et comment ça se contractait. Et à la fin de cette explication-là, on leur demandait, est-ce que vous pensez avoir eu une situation de contamination? Et là aussi, chose intéressante, oui certainement, oui probablement. Vous voyez qu'on a 27 plus 6, 33% des patients se reconnaissaient comme ayant eu un comportement à risque de contamination dans le passé. Un Français sur 3, quand on lui explique, dit ben, « moi je suis concerné par l'hépatite C ». Est-ce que pour autant vous avez fait un dépistage? Non, 70% des gens n'ont jamais fait de dépistage. Et il y a 9% des gens qui l'ont fait régulièrement. 73% des personnes interrogées connaissent l'existence des traitements, mais qu'est-ce qu'elles pensent des traitements?
Il provoque d'importants effets secondaires. Vous voyez que dans plus de 70%, quasiment 80%, ils sont marqués par les effets secondaires. Ils pensent qu'ils doivent être pris à vie. Ça, c'est une catastrophe. C'est bien cette collusion qu'on a avec le VIH. Ils sont peu efficaces. Encore 38% des patients pensent que les traitements sont peu efficaces et ne permettent de guérir totalement de l'hépatite C. On reste sur l'idée qu'on doit prendre des traitements à vie. Alors individuellement, tout reste à faire en termes de formation dans le grand public. Et voilà ce que nous, on a essayé de faire en deuxième enquête, qui me semble important de vous présenter aujourd'hui, puisque la FEF a eu la gentillesse d'accepter ces communications-là. Qu'est-ce que disent les XAPA? Je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais sans aucun moyen, sans aucune méthodologie, ce qu'on a fait, c'est qu'SOS Hépatite a téléphoné à l'ensemble des XAPA de France. Et c'était le moment où on commençait à faire la promotion des TROD et à lancer ce concept. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Il y avait 13 questions qui ont été posées. L'enquête a été faite en téléphonant. On a demandé en premier lieu à parler au directeur, puis au médecin coordonnateur, puis à notre salarié si besoin, et on a fait au moins 3 relances téléphoniques. C'était notre méthodologie. Alors vous allez me dire, mais c'est évident qu'un directeur ne va pas répondre de la même façon qu'un médecin coordonnateur. OK. Mais ça s'est fait sans aucun moyen, et ça nous dit quand même des choses. Première chose qu'on s'est vue, c'est qu'il est extrêmement difficile d'avoir la liste des XAPA en France. Et les numéros de téléphone, c'est un petit peu compliqué, parce que vous avez des CARUT qui sont mis dans la liste des XAPA, enfin bref. Donc 308 centres répertoriés dans notre fichier, 179 ont répondu à l'enquête, 58%, ce qui est déjà exceptionnel. 66 centres ont refusé de répondre à l'enquête, donc on les a eus, mais ils ont été un peu parano. Ils se sont demandé ce que ça voulait dire, qui était derrière, est-ce que c'était l'industrie pharmaceutique, le ministère de l'Intérieur, etc. Donc on n'a pas eu de réponse. 63 n'étaient pas joignables après 3 relances téléphoniques. Alors, l'enquête sur les XAPA, refus de répondre au questionnaire, là on vous l'a mis, non-disponibilité, et les réponses, vous voyez que 58%, on est quand même sur une majorité, c'est intéressant. Qui a participé? Le directeur dans 20% des cas, le médecin coordonnateur 25%, et puis un autre professionnel, quand on n'arrivait pas à les avoir, 55%. Combien de patients suivez-vous par an? Les files actives, vous voyez que globalement, et on s'est rendu compte qu'on était représentatif, en gros 3/4 des XAPA suivent entre moins de 500 à 1000, donc le gros des XAPA, il est là. Il y a quelques petits XAPA, et puis il y a des très gros XAPA qui nous disent avoir plus de 3000 patients en file active. Proposez-vous le dépistage de l'hépatite C à vos patients? Alors là, on est un peu tombé des nues. Jamais, 22%, rarement 1%, quelquefois 17%. C'est-à-dire que le toujours, il n'est que de 17% et habituellement. Donc, alors vous allez me dire, toujours et habituellement, on est quand même au-dessus de la moyenne, on a un petit 60%, ouais, sauf que dans les autres, on est quand même à 40% de gens qui ne le font pas régulièrement ou pas du tout. La question suivante, c'est est-ce que vous connaissez le nombre de patients VHC positifs dans votre file active? Je ne sais pas, 69%. C'est-à-dire que plus de 2 professionnels sur 3 ne savent pas combien il y a d'hépatite C dans la file active. Alors on s'est dit, ben c'est nouveau, c'est normal, ça fait que 15 ans, hein, il faut le temps. Donc on va leur poser la question sur le VIH, ça fait 30 ans, ils sauront sur le VIH. On leur posé la même question sur le VIH et on a eu le même résultat. Combien il y a de VIH dans votre file active? Ne sait pas, 70%. On a vraiment l'impression qu'il y a un blackout sur la connaissance des infections virales et les deux résultats sont bien croisés. Quand on ne connaît pas le VIH, on ne connaît pas l'hépatite dans les centres. Connaissez-vous les TROD, nos tests rapides d'orientation diagnostique? On était persuadé que c'était on the top, que tout le monde, c'était le grand sujet. Eh bien non, ça n'a pas été fait il y a 4 ans, hein, ça date d'un an. Non, 49%, donc on a une petite majorité qui connaissent les TROD. Réalisez-vous des vaccinations? Alors ça, je vais vous expliquer après pourquoi ça a été notre cheval de bataille. Jamais 62%, rarement 10%, et dans le toujours, on n'est qu'à 1%. SOS Hépatite, par sa connaissance du terrain, a fait remonter au niveau national. Il est inadmissible qu'on fasse du dépistage et qu'on ne propose pas la vaccination d'hépatite B sur le terrain, dans les XAPA. On a été entendu. Dans le cadre du plan national, il a été décidé de développer des enveloppes pérennes pour tous les XAPA de plusieurs milliers d'euros permettant d'acheter des vaccins et de les laisser à disposition dans les XAPA. Donc quand on interroge les gens du national, ils nous disent le problème de la vaccination, il est réglé, il y a une ligne budgétaire, ça descend. Sauf que quand on arrive, ça bloque en région, ça bloque dans les centres et vous avez des directeurs qui disent « mais moi le médecin il m'a rien demandé, donc j'ai pris un temps de vacation de psychologue à la place puisqu'il n'y a pas de demande de vaccination ». Mais en tout cas, en haut lieu, on ne veut plus entendre parler de la vaccination hépatite B, ce n'est plus un problème puisqu'on a ouvert des lignes budgétaires pour ça. Donc ça vous montre bien la difficulté qu'on peut avoir entre faire remonter des choses et avoir des actions sur le terrain. Avez-vous des lots de vaccins à votre disposition? Seuls 15% des XAPA enquêtés ont
effectivement, sont rentrés dans cette circulaire et ont pu acheter des lots de vaccins. 83% ne le font pas. On peut espérer qu'un certain nombre nous ont dit orienter vers des centres de vaccination, mais vous voyez bien comment c'est compliqué l'orientation. Au cours du dernier mois, combien de vaccins avez-vous réalisé? Je ne parle pas du tétanos, de la grippe, du pneumo 23 pour les cirrhotiques, ça c'est encore un autre débat, c'est de la cerise sur le gâteau, on est d'accord. Aucune vaccination dans les derniers mois, 84% des centres. Xapa et hépatite virale, seriez-vous intéressé par une formation sur les hépatites et le foie? Oui, donc ça, il y a quand même une demande, 62%, et je pense que ça, on a envie de remonter ça au réseau, à la FEF, etc., dire oui, il y a des formations spécifiques à aller mettre en place dans les Xapa. Non, 33%, ça c'était un peu scotchant, on ne s'en occupe pas, mais on n'a pas besoin de formation. Et puis, est-ce que vous souhaitez recevoir des documentations sur les hépatites virales? Alors, il y a un oui massif, mais je pense que c'est juste la petite affichette qu'il faut coller à l'entrée pour dire on s'occupe des hépatites virales, dépistez-vous. Voilà. Donc, il y a une demande qui n'est pas forcément très claire. Donc, on va revenir. Mais vous voyez qu'on est sur 179 centres, c'est-à-dire qu'on se pose la question, nous, ceux qui n'ont pas répondu, qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est ceux qui ont joué le jeu. Donc, on pourrait imaginer que c'est ceux qui font le mieux. Donc, on a encore un gros problème dans les Xapa aujourd'hui. Vous avez bien compris que je ne vais pas traiter la question de l'hépatite B, parce que pour moi, la question de l'hépatite B, c'est la question de la vaccination et du dépistage. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on mette le paquet. Personne aujourd'hui en France défend les TROD VHB, or qu'en France comme en Afrique, si on avait des TROD VHB, on pourrait dépister rapidement des femmes enceintes, prendre les bonnes dispositions. Donc ça, c'est des choses qui nous manquent, sur lesquelles il faut travailler. La trithérapie, une expérience d'un an, depuis maintenant les arrivées des antiprotéases. Vous voyez qu'on a le Victrelis et l'Incivo qui sont nos deux antiprotéases, et puis on a tout un tas de molécules, on a plus de 15 molécules maintenant qui sont dans le pipeline et qui vont arriver, dont le sofosbuvir qui va arriver prochainement et pour lequel on met la pression pour l'avoir à disposition. Ces deux antiprotéases, ces deux inhibiteurs de protéase sont repérés pour être actifs sur le rechuteur, le non-répondeur, avec ou sans cirrhose, et toujours associés pour l'instant à l'interféron pégylé et à la ribavirine. Je vais pas faire de l'hépato fondamental, mais juste vous montrer que par rapport en bithérapie, si on prend les deux nouvelles molécules, on est passé de 38% de guérison tout venant à du 60% en bithérapie, et de l'autre côté, de 44 à 75%. Donc on gagne quand même un quart, voire un tiers de patients guéris en plus quand on les amène en trithérapie, en sachant que ces deux antiprotéases ne sont efficaces que sur les patients affectés par génotype 1. Autre petit point que je veux détailler avec vous très rapidement, c'est que là, vous voyez, on a repris des patients qui avaient eu un premier traitement bithérapie interféron ribavirine. Et si je faisais de la provocation, je dirais en France, on surfait sur 10 000 traitements par an. Sur nos 300 000 personnes infectées, on en traitait 10 000. Et quand on interrogeait combien dans ces 10 000 patients y a-t-il de toxicomanes substitués, d'usagers de drogue en soins, on s'apercevait qu'on était en dessous de 500 patients usagers de drogue traités par an en France. Donc c'est une véritable catastrophe. Et si je faisais une action mal levée en vous demandant qui a déjà traité un usager de drogue, on aurait déjà peu de bras levés. Et si je demandais qui a déjà traité et retraité pour un échec avec une trithérapie, là c'est la catastrophe. On est sur du 100 à 200 patients uniquement et on n'est pas performant pour l'instant. Donc là, quand on retraite des patients en fonction de leur statut, vous voyez bien que s'ils ont été rechuteurs, c'est-à-dire que le virus a disparu pendant le traitement et il est réapparu, quand on va les emmener sur un nouveau traitement antiviral avec une antiprotéase, quel que soit le score de fibrose, qu'ils aient une hépatite minime ou qu'ils aient une cirrhose, on va être sur du 80% de guérison. Ça, c'est un message fort. Si le virus avait disparu et qu'il est revenu, on y était presque, je rajoute l'antiprotéase, et quelles que soient les lésions, on va réussir à guérir le patient. À l'inverse, les patients qui étaient des répondeurs partiels, la charge virale s'est effondrée, mais elle est remontée. Vous voyez que là, le score de fibrose, et là, les cirrhotiques marchent moins bien. Et catastrophe pour nous, c'est que les répondeurs, les réponses nulles, c'est-à-dire que les patients qui n'ont pas baissé leur charge virale pendant le traitement, en bithérapie, quand on les reprend en trithérapie avec une antiprotéase, on est à moins de 10%, on est à 10-15% de guérison, et il n'y a pas de différence entre la bi et la trithérapie. Donc le message pour nous, il est fondamental, c'est de dire oui, pour les patients qui n'ont jamais eu de traitement, c'est intéressant d'y aller avec une trithérapie. Par contre, quand vous êtes sur des patients qui ont déjà été en échec en bithérapie, reprenez l'histoire de ces patients pour savoir quelles étiquettes ils ont. Quel est le statut? Est-ce qu'ils ont été répondeurs, rechuteurs ou répondeurs nuls? Parce que vous n'allez pas les embarquer avec les mêmes espérances de guérison. Les modalités de prescription, je vais aller très vite. Les deux interférons, il y en a un pour lequel on fait une phase de lead-in, c'est-à-dire on commence en bithérapie standard, et au bout de 4 semaines, en fonction des résultats, on rajoute l'antiprotéase qui va aller jusqu'au bout.
La difficulté pour nous, c'est qu'on est sur des prises de 4 gélules 3 fois par jour, comme dans les premières heures du VIH, et on a appris à connaître ça. Il faut prendre ça avec un repas gras pour des gens qui n'ont pas forcément envie de manger. Et puis la ribavirine, il faut la prendre aussi en mangeant. Donc il va falloir travailler sur de l'application chronologique, et toutes les 8 heures, ce n'est pas forcément simple à gérer dans une vie quotidienne, avec toujours cette injection d'interféron une fois par semaine. La chose qui a été intéressante, c'est qu'après ces recommandations pharmacologiques, on a travaillé sur dire qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas bien les intervalles de 8 heures. Et bien on s'est rendu compte, effectivement, chose intéressante pour nous, que si on n'avait pas un intervalle, mais que le patient avait été traité pendant plus de 80% de la durée, qu'on soit ou pas dans l'intervalle et pas forcément fondamentalement un manque de chance de guérison. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a entendu le monde des pathologiques de dire mais un traitement absolument toutes les 8 heures, c'est illusoire pour les usagers de drogue, ils n'arrivent pas à l'heure, ils ne viennent pas chercher leur traitement. Donc on a jeté l'opprobre sur un certain nombre de patients qu'on n'a pas du tout amené aux soins pour le coup. Le Télaprévir, lui, était différent. Tout le monde commençait en trithérapie pendant 3 mois et on continue en bithérapie. Les deux concepts, c'est on tape fort au départ pendant 3 mois et on soulage après en bithérapie, ou au contraire, on commence doucement avec une bithérapie pendant 1 mois et on continue en trithérapie jusqu'à la fin. Là, un peu moins de comprimés, 2 comprimés 3 fois par jour, espacés. Et puis, chose intéressante pour nous, les études ont montré effectivement que quand, au lieu de 3 prises par jour, qui était ce qui avait été recommandé par les pharmacologues au départ, que se passe-t-il si on est en 2 prises par jour espacées de 12 heures? La réponse est intéressante. Il n'y a pas de différence significative dans la vraie vie. Donc aujourd'hui, on peut dire que cette molécule-là, le Télaprévir, on va pouvoir le prendre en 2 fois par jour, ce qui va permettre aux patients un traitement plus facile. Donc on est là, on va pouvoir synchroniser la ribavirine et la molécule, le Télaprévir, pour avoir une prise matin et soir. Bien sûr, l'éducation thérapeutique, vous m'avez entendu depuis 10 ans ici en parler régulièrement, elle a une importance fondamentale dans l'accompagnement des patients, je ne vais pas revenir dessus. Simplement dire que l'observation du traitement, l'observance, qui était déjà connue en bithérapie, l'est encore en trithérapie. McHutchinson nous avait dit qu'il était important de prendre plus de 80% de la dose pendant 80% du temps. Et on voit effectivement que 80% de l'observance amène un taux de guérison à 80%, et que si on est à moins de 80%, ça se casse tout de suite la figure. Donc c'est important d'avoir des programmes d'accompagnement et d'éducation thérapeutique, mais les programmes d'accompagnement pour nos usagers doivent-ils être faits dans l'Exapa ou doivent-ils être faits dans les centres des pathologies, et quelle est la spécificité de l'accompagnement de ces usagers? Il faut rechercher des éventuelles interactions médicamenteuses, il y en a plein. Il y a des choses comme les statines, les antiépileptiques, les antiviraux, les pilules, œstroprogestatives. Donc il faut prendre du temps. On n'aura pas trop de 6 mois pour préparer le traitement, pour regarder quelle est la consommation d'alcool, quel est le poids du patient, préparer les choses pour avoir un traitement optimal. Là, je vous ai remis les effets secondaires, et je vous ai remis les interactions médicamenteuses, et vous voyez qu'il y en a quand même un paquet dont il faut se méfier. Et il y a quelques interactions aussi avec nos traitements de substitution, qu'on peut retrouver aujourd'hui très facilement, je ne vous l'ai pas mis en diapo, mais sur le site de la pharmacie du CH, de l'hôpital de Liverpool, où vous mettez les noms des molécules et on vous sort les interactions. Et ça, c'est hyper intéressant au quotidien. Les effets secondaires, ça va être les rages cutanés, ça va être une anémie 1 fois sur 3, voire 1 fois un peu plus. Donc il y a tout un tas d'effets secondaires à gérer, mais ça, on a appris avec la bithérapie à gérer les effets secondaires et les équipes sont formées à ça. Est-ce qu'on peut adapter les posologies? Surtout pas. On est sur des inhibiteurs de protéase. Toute réduction de posologie amènerait une segmentation virale et à ce moment-là, l'acquisition de résistance et on se grillerait une classe pharmacologique. Donc on n'adapte pas les posologies d'inhibiteurs de protéase. Et puis, 2-3 études très rapidement pour vous montrer qu'il y a des choses dans les tuyaux. Le sofosbuvir dont je vous parlais, qui n'a pas encore l'AMM, mais que nous, on réclame à corps et à cri pour les patients qui sont en échec. Le sofosbuvir, donc on commence à le faire avec le lédiprasvir, ribavirine, donc on commence à faire des associations. Je ne vais pas détailler les différents bras, simplement regarder les résultats qu'on a au bout du compte en fonction des différentes associations chez les patients naïfs, etc. Vous voyez qu'on est sur du 84% de patients. Ici, on est sur du 100% de patients. Donc, c'est des petits effectifs, mais avec des associations très simples aujourd'hui. Autre étude, Aviator, qui est pour nous la mort programmée de l'interféron, c'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui d'interféron free. C'est pas, il a l'interféron free, il a tout compris. Ça, c'est pas du tout ça. C'est simplement qu'Abbott nous a développé des nouvelles molécules qui vont associer et qui nous amènent sans interféron, 2 minutes, génial. On va être à 95% de guérison avec des traitements sans interféron. Donc vous voyez que l'espoir, il est là avec, regardez ce qui se passe ici, 12 semaines. C'est-à-dire qu'on va être sur des prises
simple, de comprimé, avec beaucoup moins d'effets secondaires, et 90% de guérison. Et les Japonais sont en train d'essayer de commencer les premiers combos, c'est-à-dire les molécules dans un seul médicament, une gélule par jour, 12 semaines. Vous calculez, ça fait 12 x 3, 36 comprimés à prendre, et vous êtes à 95% de guérison. Donc pour que demain on puisse faire ça en France et guérir nos usagers, c'est important qu'on se mette en ordre de marche pour aller à cette bataille-là. Il y a d'autres molécules qui arriveront, le daclastavir, pareil, je passe, où on va être sur quasiment du 100% de guérison avec des temps très courts. Ma conclusion, c'est que l'efficacité des trithérapies, elle est là. On va avoir un peu de majoration, on va avoir des effets secondaires, mais en tout cas, l'étape numéro 1, c'est le dépistage et la mise en soin, la mise en cohérence des patients. Et tout ça, ça va être possible, et ça sera possible que si nous, on pense que ce n'est pas impossible. Donc il faut qu'on y aille. Les médecins connaissent la route, mais c'est les malades qui font le chemin thérapeutique. On ne peut pas dire qu'on est devant eux aujourd'hui dans l'hépatite C, on est derrière eux. Malheureusement, on n'anticipe pas assez avec nos patients, il faut y aller. Ma victoire, c'est que vous penserez à moi ce soir en vous endormant, car les hépatites, vous pourriez probablement faire autrement dans votre travail quotidien. Valoriser le dépistage, écarter les peurs, réfléchir, organiser, naviguer. C'est juste pour dire qu'il y a Véronique qui répond au téléphone. Voilà, ouais, vous avez les coordonnées là. Ça, c'est la diapo importante. Bon.